Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'histoire des Sturmtruppen et aborder leur armement. 3 points avant de continuer la vidéo. Je vais faire la blague maintenant. Non, je ne parlerai pas de ces Stormtroopers là, qui sont tellement nuls qu'ils rateraient un Wookie dans un couloir. Deuxième point, mon accent allemand est mauvais, donc je risque de bien écorcher la langue de Goethe. Et c'est pas faute d'aller tous les étés en Alsace, mais que voulez-vous? Et dernier point, toutes les armes que vous voyez sur la table ont été contrôlées avant manipulation. Les munitions sont vides et la grenade est factice. Avant d'aborder l'armement, on va se plonger dans l'histoire des Sturmtruppen. Ils sont souvent dépeints comme étant l'élite des troupes allemandes durant la Première Guerre mondiale. Mais est-ce que c'était réellement le cas? Eh bien, on va voir ça. Mais il faut d'abord que je vous parle du contexte de la Grande Guerre et ce qui a conduit l'Allemagne à créer ces unités. Ah oui, petit point important tout de même, je vais parler quasi exclusivement du front ouest. Donc nous sommes en août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique et continue sa lancée sur la France. Le choc est terrible, les forces en présence sont colossales. Problème, si l'armement a beaucoup évolué sur les 50 dernières années, les tactiques, elles, évoluent peu. Concrètement, la létalité du feu est considérable, les effectifs sont considérables et donc le taux de perte est lui aussi considérable. Cela va cristalliser le front car il devient alors impossible de passer entre la défense ennemie. Que peut faire le pauvre fantassin armé de son fusil en terrain découvert face à une mitrailleuse qui crache 600 coups par minute? Eh bien, pas grand-chose, sans parler évidemment de l'artillerie, grande fossoyeuse d'hommes. Les Allemands commencent à s'enterrer et à creuser des réseaux de tranchées. Après tout, ils sont en France, en terrain conquis. Ils peuvent mettre l'attaque sur le front ouest en attente pour que la progression se poursuive à l'est vers la Russie. Côté français et alliés, par contre, il s'agit de terrain perdu. Il faut trouver une solution pour percer ce front. Néanmoins, le réseau créé par les Allemands devient un mur infranchissable. L'hiver est là, les Alliés copient les Allemands, chacun peaufinant sa défense en profondeur, son réseau de tranchées, de barbelés et d'obstacles infranchissables. Finalement, cette guerre devient une guerre d'artilleurs et d'ingénieurs, pionniers en allemand, équivalent du sapeur en français. Et oui, ce corps d'armée est alors en charge de la construction du réseau de tranchées, de casemates, etc. Et son rôle dans cette guerre de position devient majeur. Autre problématique qu'on peut soulever, c'est que le fantassin, qu'il soit allemand, français, anglais ou russe, eh bien, est équipé de la même manière, à savoir un fusil et une baïonnette. Même si les fusils diffèrent les uns des autres en système et en calibre, concrètement, on est sur un fusil à verrou, à répétition manuelle et tirant une cartouche de gros calibre. Pas de grenades, pas d'armes automatiques, pas de mortier de tranchée, etc. Bref, le fantassin devient bien impuissant face à un réseau de barbelés. L'équipement est uniforme. Les seuls qui s'en sortent un peu mieux, ce sont les Anglais qui ont des FM Lewis, en plus de leurs mitrailleuses lourdes, et qui permettent donc d'avoir une arme automatique légère et surtout mobile, pouvant être déployée en attaque. Mais pour les autres, à part quelques Madsen dans l'armée allemande, il n'y a pas grand-chose. Les différentes nations vont commencer à réfléchir à une solution pour briser ce front. On pourrait résumer que du côté allemand, la solution sera de créer un choc, Stoss, avec des troupes d'assaut, Sturm, et que du côté allié, la solution sera trouvée avec les blindés. Et comme vous allez le voir, la guerre a amené tout un lot de nouvelles armes et équipements pour essayer de changer la situation. Bon, tout ceci est fortement résumé, il y aurait énormément à dire sur le début de la guerre, mais ça permet de replacer un peu le contexte. On se retrouve en 1915 avec un front ouest complètement bloqué. De nombreux théoriciens militaires vont réfléchir à la manière de conduire ce nouveau type de guerre. Il y a un nom qui revient souvent quand on évoque les Sturmtruppen, c'est André Lafargue. Oui, je sais, c'est un Français. Mais son pamphlet « L'étude sur l'attaque » sera étrangement récupéré par toutes les grandes nations et traduit dans de nombreuses langues, et donc se retrouvera dans les mains des généraux allemands. Ce qui y est dit est intéressant. Il voit cette guerre de position comme un siège. Et que pour gagner ce siège, il ne faut pas juste attaquer des petits points stratégiques ou gagner quelques mètres de tranchée. Non, il faut une offensive de très grande ampleur. Une attaque sans limite, permettant ainsi d'entourer l'ennemi. Et que pour y arriver, il faut une préparation d'artillerie millimétrée afin de mettre à mal les lignes de barbelés, les mitrailleuses et effectuer des tirs de contre-batterie précis pour empêcher l'artillerie ennemie de répliquer. Le gaz sera aussi employé contre les batteries ennemies pour contraindre les artilleurs à travailler dans des conditions pénibles avec les masques à gaz. Et pour l'assaut, l'infanterie sera soutenue par des canons légers pour éliminer les mitrailleuses qui n'auront pas été détruites lors du bombardement.
Les fantassins attaqueront en plusieurs lignes successives ou vagues. La première vague sera assez étirée et les hommes suffisamment espacés les uns des autres, du moins selon ce que permet la taille du front. Cette première vague doit continuer le chemin et laisser derrière les poches de résistance. Ça, ce sera le travail de troupes spécialisées dans le nettoyage. La réserve interviendra ensuite pour prendre place, évacuer les blessés et les morts, et s'occuper des prisonniers. Voilà globalement ce que dit Lafargue fin 1915. Et oui, ça a clairement inspiré les Allemands. De là à dire que c'est l'origine même des tactiques des Sturmtruppen, c'est peut-être exagéré. 1915 est une année assez intéressante car elle va amener son lot de nouveautés. Déjà, la guerre de tranchées va voir se développer les raids nocturnes. Oui, c'est un concept plutôt nouveau. Si l'attaque massive est pour le moment impossible, alors il est possible qu'un petit groupe d'hommes, légèrement armés, puisse se faufiler la nuit dans le No Man's Land pour atteindre la tranchée ennemie. Il n'est pas question ici de mener une attaque, mais de récolter des informations sur la défense ennemie, que ce soit par la simple observation et la détection par exemple des emplacements de snipers et de mitrailleuses, ou alors la capture de prisonniers pour, une fois de plus, collecter des informations, ou encore le sabotage d'installations. Et pour cela, il n'y a pas d'instruction officielle qui sort. C'est vu directement sur le terrain, selon les unités sur place, etc. On ne parle pas alors encore de Sturmtruppen, même si ça commence à y ressembler. Fini le fantassin armé de son encombrant fusil G98 et partant avec tout son barda bien trop lourd et bruyant, mais place à un soldat armé principalement de grenades et de pistolets, et n'emportant quasiment rien avec lui. Autre point intéressant, il est laissé de plus en plus l'initiative au chef de groupe et à ses hommes quant à la manière d'opérer. Alors que la tradition voulait que l'officier dirige absolument tout, même le nombre de cartouches tirées, là, dans la doctrine allemande, ça commence à changer. Et le soldat est plus libre de ses actions et est laissé juge de ce qu'il doit accomplir à l'instant T. Bon, les raids de tranchées, c'est bien, mais ce n'est pas avec ça que l'Allemagne va gagner la guerre. Il y aura des expérimentations de fait avec des unités spéciales, on va dire. Une arme très particulière va apparaître justement en 1915, le lance-flamme. Cette arme, dans la version que l'on connaît aujourd'hui, a été inventée par l'allemand Richard Fiedler en 1907, pour les forteresses, donc une version plutôt défensive. En 1910, il proposera une version portable. Enfin, en 1913, avec l'aide des pompiers de la ville de Posen, après tout, qui de mieux que les pompiers pour connaître le feu, il développa une version lourde et une version légère. La version lourde avait un réservoir de 100 litres et une portée de 45 mètres. Mais il était trop statique. La version légère, par contre, était plus intéressante. Et en janvier 1915, un premier détachement de Flammenwerfer Abteilung fut mis en place. Il s'agit en réalité d'une des 3 premières troupes expérimentales mises en place par le colonel Max Bauer, qui, on peut le dire, furent à l'origine même des Sturmtruppen. Mais on va y revenir. Alors le lance-flamme, intéressant ou non ? Eh bien cette arme sera utilisée directement sur le front, à côté de Verdun, le 26 février 1916. Il y aura les Große Flammenwerfer et les Kleine Flammenwerfer. Ces deux matériels seront manipulés par les sapeurs, oui encore eux. En gros, la version statique du lance-flamme est installée au point le plus proche de la tranchée française et déclenchera le début de l'assaut. Les Français seront surpris par ce soudain jet de flamme et n'auront pas trop le choix que de quitter la tranchée, car l'attaque allemande commence et les fantassins sont cette fois-ci accompagnés des Kleine Flammenwerfer, étant plus mobiles et avec une portée d'une quinzaine de mètres. Sans parler des mitrailleuses allemandes à l'arrière qui offrent un support non négligeable. Bref, les soldats français sont désemparés et ne savent pas quoi faire face à ces flammes. C'est une victoire pour les Allemands. L'expérimentation est validée et le lance-flamme approuvé par le prince lui-même. Le lance-flamme n'a pas que des avantages car il est encombrant et demande une équipe entière pour être manipulé, même si vers 1916-1918 il y aura le modèle Vex, portable par un seul homme. Il a aussi une consommation en carburant qui ne permet un jet de flamme que d'une trentaine de secondes et une portée tout de même très limitée. Néanmoins, utilisé à bon escient dans une tranchée, c'était plutôt efficace. En fait, le lance-flamme a plus un intérêt dans le choc psychologique qu'il crée chez le défenseur face à ce jet de flamme gigantesque et qui semble inarrêtable. Et par la même occasion, dans son intérêt à empêcher toute défense ennemie pour soutenir l'attaque des fantassins. En plus, il générait pas mal de fumée qui étouffait les soldats ennemis et les empêchait aussi de voir toute progression en face. Le second type d'armes testé et validé furent les mortiers de tranchée. On peut résumer les choses ainsi. Il y avait les Minenwerfer et les Granatenwerfer. Les Minen sont des pièces qui peuvent être amenées dans les tranchées mais qui sont trop lourdes pour être mobiles. La variante la plus classique est celle de 7,58 cm. L'avantage est leur portée intéressante comprise entre 300 et 1300 mètres selon la courbe de l'obus.
Les mortiers trouvent naturellement un intérêt tactique important dans cette guerre de tranchées. Ils permettent entre autres de continuer à préparer le terrain, surtout sur des positions très proches des lignes alliées, que l'artillerie traditionnelle ne pourrait toucher sans risquer de bombarder aussi ses propres troupes. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le Granatenwerfer. Ça se voit tout de suite, il est plus léger, donc plus mobile. Il n'est manipulé que par 3 hommes et offre une portée de 300 mètres, ce qui en fait une arme tout à fait apte à suivre l'attaque des fantassins et ainsi offrir une couverture intéressante. Surtout pour détruire des poches de résistance ou une mitrailleuse qui ne serait pas atteignable par des grenades à main ou des fusils. Et aussi, ce mortier se trouve aussi proche des combats, et donc niveau communication, cela devient rapide d'indiquer un point de résistance qu'il faudrait neutraliser. Ce sont naturellement les sapeurs, ou pionniers, qui seront en charge de ces matériels, qui sont là en soutien de l'infanterie. Tout comme l'est aussi le lance-flamme. Et on arrive à la 3e unité expérimentale de l'année 1915, les canons d'assaut. Oui, en allemand, les Sturmkanonen. Selon la mythologie des troupes d'assaut, c'est bien de là que tout est parti. Le 2 mars 1915, le commandant Kalsow est en charge de mettre au point cette unité. Il récupère alors 20 canons légers de 3,7 cm développés par la firme Krupp. Et qui sera pris pour manipuler ces canons? Encore des pionniers. L'idée du Sturmkanonen est simple, amener une artillerie légère en première ligne afin de briser définitivement toute résistance ennemie après le barrage d'artillerie préparatoire à l'assaut. Et permettent ainsi aux troupes d'infanterie de conquérir la tranchée d'en face. Là où la grosse artillerie traditionnelle devait rester sagement à l'arrière, sous peine de servir rapidement de cible, eh bien le commandant en première ligne avait sous la main directement sous ses ordres une batterie à utiliser et ainsi déterminer rapidement les points à neutraliser. Oui, car il faut bien vous imaginer à l'époque que les modes de communication sont quelque peu archaïques et qu'envoyer des correspondants quelques kilomètres à l'arrière pour demander un tir de barrage avec des coordonnées soit légèrement chronophage. Le Sturmabteilung Kalsow fut mis sur le front en juin 1915 et ça ne s'est pas très bien passé. Le projectile de 3,7 cm s'est révélé trop faiblard pour être efficace contre les défenses adversaires, tout comme le fait de créer de gros dégâts. Et en plus, il produisait un flash important lors du tir, rendant inutile tout camouflage. De plus, les ingénieurs employés à l'utilisation de ces canons provenaient principalement de troupes inexpérimentées au combat. Et enfin, les canons furent mis en première ligne bien trop rapidement, sans protection. Bilan, taux de perte de 28% et 6 canons sur 20 détruits, rendant l'unité hors de combat et inutilisable. Cela va déplaire au colonel Max Bauer qui va renvoyer Kalsow et le remplacer par le capitaine Wilhelm Rohr. Rohr était un soldat aguerri et parfaitement au fait des nouvelles tactiques de choc. En intégrant les Flammenwerfer du capitaine Redman, le Granatenwerfer du commandant Lott et les Sturmkanonen, le Sturmabteilung Rohr devient alors la première unité des Sturmtruppen. Nous sommes alors en septembre 1915. Bien sûr, une autre arme sera intégrée à ce mix, la mitrailleuse, et Rohr va d'ailleurs bien en profiter car son unité en aura 6 contre 2 traditionnellement. Je vous ai déjà parlé de la MG08 dans cette vidéo, donc je ne reviendrai pas trop dessus. Mais la problématique de cette MG08, c'est qu'elle est extrêmement lourde. 22 kg à elle toute seule, sans compter l'affût, l'eau pour le refroidissement et les munitions. Cela en fait une arme excellente en défense et pour éventuellement couvrir un assaut vers les premières lignes. Mais elle est strictement immobile, et l'armée allemande ne dispose pas d'armes légères et automatiques comme le FM Lewis des Anglais. La plupart des armées développeront leurs armes légères. Côté français, la réponse sera le CSRG 1915, Chauchat. Côté allemand, c'est bien entendu la MG 0815. Cette 0815 est censée être une version allégée de la MG 08. Bon, elle fait encore son poids, 17 kg, mais au moins, elle est transportable. Mais elle était encore refroidie par eau, et en plus, sa production ne sera réelle qu'en 1917, donc plutôt tardif. En lieu et place d'un simple bataillon composé de fantassins armés de leurs fusils et accompagné de 2 mitrailleuses, le capitaine Rohr va au contraire mélanger l'équipement pour augmenter le choc au contact de l'ennemi et permettre de répondre efficacement à une défense jugée impénétrable. À propos des canons, mais ils seront remplacés par des pièces d'artillerie de montagne et des canons russes capturés à l'est, proposant une puissance de feu accrue. Mais l'idée d'employer des canons en première ligne est conservée. Autre point à noter, mais à l'origine les Sturmtruppen de Rohr sont principalement des sapeurs. Déjà car ce sont eux qui manipulent les lance-flammes, mortiers et canons, mais aussi car ce sont eux qui ont à la base les grenades. Alors ça, la grenade, je dirais que c'est l'arme principale du Sturmtruppen. Celle-ci est une reproduction de M24, donc un modèle post-guerre, mais la forme est globalement similaire, avec une tête avec la charge, un manche qui permet d'envoyer plus loin qu'une grenade classique, et un bouchon à dévisser dans lequel se situe une ficelle
à tirer pour déclencher le tir. Au début du conflit, les grenades sont peu utilisées, car justement il s'agit d'une arme de sapeur. Cela permet de dégager des obstacles, par exemple. Il en existe alors 2 modèles en 1914, un modèle défensif, Kugelhandgranate, et un modèle offensif, Diskushandgranate. Ah, l'allemand. La première explose au bout de 7 secondes et envoie des morceaux de métal dans toutes les directions, ce qui en fait une grenade plutôt défensive. Quant à l'autre, si bien utilisée, elle peut exploser à l'impact. Il était courant pour l'infanterie d'avoir des sapeurs dans leur rang armés de ces grenades en soutien. Mais les pionniers n'étaient pas forcément assez nombreux pour être avec tous les bataillons sur tous les fronts, tout comme les grenades elles-mêmes. Plus tard, en 1915, la version Kugel fut abandonnée au profit de la Stillhandgranate, la fameuse grenade à manche, qui ne quittera plus l'armée allemande jusqu'en 1945. Bon, bien sûr, il y a eu quelques évolutions entre-temps, mais le principe est le même. On a donc une grenade à main, avec une bonne portée grâce à son manche, et surtout une fonction offensive très intéressante. Cette grenade ne produit qu'un blast et aucun shrapnel, ce qui veut dire qu'elle peut être lancée sur l'ennemi sans risquer de blesser l'attaquant. Et ça, bien évidemment, c'est très intéressant pour les troupes d'assaut. C'est tellement intéressant que l'arme principale du soldat va devenir la grenade. Oui, le fusil va être délaissé car dans cette guerre de tranchées, la grenade est très pratique. Elle permet d'atteindre son adversaire sans s'exposer. Mieux, même pas besoin de viser, il suffit juste d'atteindre la cible. Elles auront aussi pour effet de semer le chaos parmi les troupes ennemies si lancées au milieu d'un groupe, pouvant tuer ou blesser plusieurs hommes, créant une véritable surprise et ainsi permettre aux troupes d'assaut d'approcher sans qu'une défense ne puisse être mise en place. La grenade sera au cours de la guerre tellement utilisée qu'en 1917, l'état-major allemand déclarera que le soldat allemand doit réapprendre à utiliser son fusil. Nous voilà donc fin 1915 et le Sturmabteilung Rohr offre une image qui n'a rien à voir avec les autres troupes. C'est une véritable troupe de choc qui a été montée de toutes pièces et qui se veut être le modèle à suivre pour le reste de l'armée allemande. Oui, c'est exactement ce que veut faire l'état-major allemand, transformer ces simples fantassins en véritables Sturmtruppen. Car cette troupe jouit d'emblée d'une excellente réputation. Bon, déjà, le Sturmabteilung devient l'unité chouchoute du prince héritier. J'ignore pourquoi, si c'est la dimension exceptionnelle de l'unité ou la réputation de Rohr qui était excellente. Enfin bref, c'est sûr que ça augmente considérablement le prestige de l'unité. Prestige qui sera confirmé avec la reconquête du Hartmann-Wielerkopf en janvier 1916. Le mois suivant, c'est la terrible bataille de Verdun qui fait rage et une fois de plus, Rohr se distingue. Bon, les pertes sont quand même importantes, donc l'unité est écartée du front. Mais le haut commandement est impressionné et le Sturmabteilung se transforme en Sturmbataillon. Oui, le niveau au-dessus. Certaines unités seront d'ailleurs complètement transformées, comme les Jäger. D'autres régiments devront créer leur propre bataillon de Sturm. En fait, à la base, la section d'assaut de Rohr devait continuer à être une section expérimentale pour tester du nouveau matériel. Par exemple, le nouveau casque en acier. Ce sont eux les premiers qui les ont reçus. Et le colonel Max Bauer, la personne même à l'initiative de ces troupes expérimentales, était très clair sur leur utilisation. Ces troupes d'assaut n'avaient que pour objectif d'instruire les autres soldats aux nouvelles tactiques de choc. Oui, les Sturmtruppen d'origine, ceux de Rohr, ne sont en réalité que des troupes d'instruction. L'objectif est d'enseigner aux simples fantassins allemands les tactiques d'assaut, mais aussi la manipulation du nouveau matériel, comme par exemple les grenades. Oui, je le rappelle, elles étaient réservées initialement aux sapeurs. Idéalement, les candidats pour participer à ces entraînements doivent être volontaires, jeunes, non mariés et en parfaite condition physique. Ce qui, une fois de plus, va transformer les Sturmtruppen en une sorte d'unité d'élite. La silhouette du soldat allemand se transforme au cours de la guerre, avec le casque d'acier modèle 16, la Feldbluse 1915, les chaussures de montagne et les guêtres. Même les cartouchières disparaissent au profit de sacs à grenades portés sous les bras. Les munitions pour le fusil sont souvent directement dans les poches de la blouse ou alors dans des cartouchières d'allègement consommables sur le terrain. L'encombrant fusil G98 est aussi remplacé par la Karabiner 98 et qui est un peu moins encombrante pour une guerre de tranchées. D'ailleurs, cette Kar 98 était une arme initialement pour les artilleurs, mais aussi les sapeurs. Donc c'est tout naturellement qu'on verra les Sturmtruppen s'en équiper. De toute façon, comme je l'ai dit avant, le fusil est finalement une arme secondaire pour une tactique d'assaut, contrairement aux grenades. Il a un recul important, des organes de visée très fins et difficiles à utiliser, une capacité limitée à 5 coups, le mécanisme de la culasse peut être bloqué selon les conditions du terrain, la boue comme une forte poussière. L'emploi des baïonnettes sera aussi différent avec des modèles
Plus court que le modèle de base, comme ce poignard baïonnette des mag, où il fait office de couteau, et en même temps peut être posé sur un fusil, comme une baïonnette. Sans parler de toutes les baïonnettes ersatz, et bien entendu la 84-98, en version plus courte, qui sera le modèle standard de la Seconde Guerre mondiale. Instruire toutes les troupes sur les nouvelles tactiques, créer des bataillons de Sturmtruppen et mettre en place l'équipement nécessaire à cette nouvelle Stoßtrupp-tactique va prendre du temps, beaucoup de temps. À tel point que la réelle offensive où on verra l'utilisation massive des troupes d'assaut, c'est bien en 1918. Déjà, si on parle de l'équipement, il faut des grenades, et leur utilisation intensive au début de la guerre fait fondre considérablement les stocks. Il faut que les usines adaptent leur production. La MG 0815 n'arrivera en masse qu'à partir de 1917. L'année de production des Kar 98 et des LP 08, la plus importante, est 1917. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des armes de poing jusqu'à présent. Bien évidemment, elles seront présentes et utilisées. Au début, surtout pour les raids nocturnes, et plus souvent par les chefs d'escouade. Le Luger est un pistolet semi-automatique d'une capacité de 8 coups, et tirant le 9 mm Parabellum, ce qui est très bien pour menacer des prisonniers ou se défendre rapidement. Sa version artillerie, le LP 08, lui sera vraiment utilisé par les troupes d'assaut. Et oui, encore une fois, il s'agit d'une arme d'artilleur qui fut mise en place en 1914, mais détournée pour l'assaut vers 1917. On peut lui mettre une crosse en bois pour en faire une arme d'épaule très courte. L'idée initiale était de le coupler avec le Trommel Magazine de 32 coups, décuplant alors la puissance de feu. En fait, pour moi, on est sur les prémices des pistolets mitrailleurs. Une arme compacte, tirant une cartouche de pistolet et pouvant délivrer dans un court instant une importante salve de plomb. Seule limite du LP08, c'est qu'il reste en semi-auto. Et en plus, les chargeurs de 32 coups arriveront en retard, plutôt vers 1918. D'ailleurs, 1918, c'est aussi une année intéressante dans l'armement, car l'armée allemande adopte alors le premier pistolet mitrailleur, le MP-18. Il reprend la même cartouche et le même chargeur tambour que le LP-08, mais cette fois-ci il tire en rafale. Une arme parfaite pour un assaut ou nettoyer une tranchée. Mais sa quantité très limitée sur le front n'y apportera aucune différence significative. Par contre, il sera jugé tellement performant par les Alliés qu'il sera complètement interdit par le traité de Versailles. Autre outil très important des Sturmtruppen, la pelle. Et oui, regardez bien les photos d'époque, notamment celle-ci, très connue où on voit un jeune soldat allemand armé de sa Kar 98. Eh bien le manche qui dépasse dans son dos, c'est une pelle. Ça se vérifie aussi sur d'autres photos d'époque. Je rappelle que la base même, ce sont les pionniers ou sapeurs, donc des gars qui font du terrassement avec des pelles. Mais alors pourquoi les garder pour les troupes d'assaut? Eh bien ce n'est pas le tout de prendre la tranchée d'en face, mais il faut aussi pouvoir la garder. Et c'est très difficile quand celle-ci est réduite en bouillie par l'artillerie et qu'elle n'offre aucune protection ou couverture. Bah oui, quand vous sautez dans une tranchée ennemie, le parapet se situe dans votre dos. Toutes les défenses de la tranchée sont dans votre dos. Pire, dans certains cas, la deuxième ligne peut avoir une vision claire et précise de la première ligne, et donc disposer de mitrailleuses qui permettent des tirs en enfilade, car complètement à découvert. Donc cette pelle qui ne sert pas à fracasser de base la tête du gars d'en face, sert au contraire à mettre en place rapidement des dispositifs de défense, à remettre en état, consolider, voire bloquer des issues, etc. Élément simple et pourtant aussi important que la pince-coupe barbelée pour les unités d'assaut. L'entraînement des Sturmtruppen est intensif et souvent avec des vraies munitions et grenades, ce qui a apporté aussi son lot d'accidents. Leur objectif était de repérer le point de la tranchée ennemie le plus faible, de reproduire le même environnement à l'arrière et de s'entraîner à l'assaut de cette tranchée. Il y avait une vraie préparation en amont. Fini les attaques frontales, il faut définir un point de rupture, ou Schwerpunkt en allemand. S'y engouffrer, percer les défenses ennemies en profondeur, semer le chaos par les grenades et réduire la résistance ennemie à des petites poches de combat qui, à s'y éloigner et séparer les unes des autres, devraient céder rapidement. Pour enfin prendre le reste de la tranchée par les flancs. Les unités des Sturmtruppen pouvant, elles, se couvrir mutuellement. L'infanterie plus classique arriverait ensuite en second pour prendre pied dans la tranchée et, comme j'ai déjà dit, s'occuper des blessés, des prisonniers, etc. et éventuellement nettoyer les dernières poches de résistance. Tout ceci ne peut réussir sans une préparation minutieuse de l'artillerie. Et si je vous en parle, c'est que le Sturmtruppen tout seul, même si armé jusqu'aux dents de grenades, lance-flammes, pistolets mitrailleurs et j'en passe,
ne peut pas seul briser les défenses alliées. Il y a plusieurs problèmes qui vont se poser pour l'Allemagne en fin de guerre. Son territoire au centre de l'Europe la place sous un blocus maritime qui rend la vie des civils à l'arrière très compliquée. Que ce soit le prix de la nourriture ou les matières premières pour la fabrication de canons, la situation devient de plus en plus tendue. La grande offensive de Verdun en 1916 n'a finalement rien apporté. Deux bonnes nouvelles en 1916, c'est l'arrêt des combats sur le front Est, permettant ainsi de rapatrier toutes les troupes sur le front Ouest, et la victoire à Caporetto qui perce le front italien et permet encore de ramener des troupes à l'Ouest et de préparer un ultime assaut. Ultime car la mauvaise nouvelle de l'année 1917, c'est bien évidemment l'entrée en guerre des États-Unis. Alors on peut en dire ce qu'on veut, que les soldats américains sont inexpérimentés, mal équipés, etc. Oui, mais il en arrive des centaines de milliers tous les mois en Europe. Pour l'instant, les forces sur le front ouest sont plutôt équilibrées, mais l'Allemagne sait qu'elle ne pourra pas tenir longtemps avec les Américains. Il faut donc lancer une offensive unique et massive pour essayer de briser une bonne fois pour toutes ce front ouest, comme finalement ce qu'écrivait Lafargue en 1915. C'est ce qui donnera naissance au fameux Kaiserschlacht au printemps 1918. Le but ici n'est pas de rentrer dans les détails des différentes opérations qui se sont succédées de mars à juillet 1918, mais c'est juste qu'on arrive au point culminant de l'histoire des Sturmtruppen. Alors que cela fait 2 ans que l'instruction change et que l'armée tente de convertir tous ses fantassins en Sturmtruppen, l'Allemagne n'a pas le choix que de jouer le tout pour le tout avec cette offensive. Habituellement, le tir de barrage pouvait durer des jours, voire parfois des semaines, et il a été jugé de jouer de l'effet de surprise. Il fallait alors réussir à rassembler au même endroit, dans le plus grand secret bien sûr, plus de pièces d'artillerie disponibles et assurer la logistique. Pour cela, c'est le lieutenant-colonel Bruchmüller qui se chargea de cette coordination. Comme je le disais, au lieu de bombarder pendant des jours, ce qui permet aux adversaires de se préparer, car il paraît alors évident qu'un assaut va être mené à cet endroit, et bien cette fois-ci, Bruchmüller lança 6000 pièces d'artillerie qui tirèrent pendant seulement 5 heures. Ce qui bien sûr prit les Britanniques par surprise quand, 1 minute après la fin, alors imprévisible car d'habitude cela durait beaucoup plus longtemps, eh bien les troupes d'assaut se lancèrent à l'attaque. Si les offensives successives ont quand même fait gagner beaucoup de terrain aux Allemands, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce fut un échec. Après 3 ans et demi de guerre, les troupes allemandes ont un moral affaibli. La nourriture manque, le matériel manque, et les effectifs aussi manquent. Car si la défense allemande était excellente, elle n'était pas invincible non plus. Si le Sturmtruppen idéal devait être jeune et athlétique, la réalité c'est que les recrues étaient vraiment de plus en plus jeunes, vers 17 et 18 ans. A contrario, on retenait aussi des personnes de plus de 40 ans. Certes expérimentées, mais beaucoup moins fougueuses que les plus jeunes. Autre problématique pour les Allemands, mais les Alliés ne vont pas rester non plus les bras ballants pendant 3 ans, et aussi adapter leur technique de combat. On le voit dans l'armée française avec les grenadiers voltigeurs, les tireurs aux fusils mitrailleurs, les fusils à grenades, les canons de 37 mm, etc. En 1918, les techniques des Sturmtruppen sont connues et les parades se font en conséquence aussi. J'en ai parlé brièvement au début de la vidéo, mais les Alliés, eux, ont beaucoup travaillé le concept du char, alors complètement délaissé par les Allemands. Un char seul est en effet une cible facile sur le champ de bataille, surtout quand sont amenés en première ligne des fameux Sturmkanonen, voire même carrément le Minenwerfer braqué à l'horizontale. Tiens d'ailleurs, les grenades à main sont plutôt inefficaces contre les chars, à moins bien sûr d'en glisser une à l'intérieur, mais contrairement à Battlefield 1, c'est très difficile d'approcher un char. Et d'ailleurs en reparlant des grenades, mais j'ai oublié de parler des fameuses Gebaltladung, les charges concentrées. Une grenade à main entourée de 6 pots, utilisée pour détruire des fortifications, des réseaux de barbelés et par défaut contre les chars. Bon, encore une fois, ça immobilise plus le véhicule qu'autre chose, et en plus, il faut aussi se trouver très proche du char. Les contre-mesures côté allemand seront l'utilisation des balles perforantes, utilisables à souhait dans les fusils mitrailleuses. Mais si elles étaient relativement efficaces contre les premiers modèles de chars avec un blindage léger, à la fin de la guerre, autant dire qu'elles ne servent plus à grand chose. La meilleure réponse sera finalement trouvée dans le Tankgewehr, le premier fusil anti-char de l'histoire. Grossièrement un fusil G98 sous stéroïde, tirant une impressionnante cartouche de 13 mm. Intéressant sur le papier, mais il faut aussi que le tireur soit exposé, et il faut aussi trouver l'angle de tir ou la partie la plus fragile du char. Ce qui n'est pas évident et montrera ses limites, car une fois de plus, les Alliés sont très bien équipés en nombre de chars, et tous les arrêter devient alors mission impossible. Ce qui veut dire que certes, l'offensive du printemps 1918 a en soi fonctionné, mais le prix à payer a été très lourd pour les Allemands. Tant et si bien qu'ils ne pouvaient simplement pas renouveler les effectifs qu'ils venaient de perdre.
et pour certaines unités, des effectifs de combattants très aguerris, qu'il était impossible de remplacer par des nouvelles recrues. Tout ceci est fortement résumé, et le but ici n'est pas d'établir une thèse sur les Sturmtruppen et les offensives du printemps 1918. Et je pense que cela vous donne une vision d'ensemble sur le conflit. Car cela nous conduit tout droit à la fin de la guerre et l'armistice signé le 11 novembre 1918. Et finalement, après tout ce que je vous ai dit, si les Sturmtruppen de Rohr n'étaient à la base qu'une unité d'instruction pour répandre la bonne parole des nouvelles tactiques au reste de l'armée, et n'ont participé qu'à quelques combats, pourquoi est-ce que cela en fait une unité d'élite? Eh bien déjà, la propagande durant la guerre a bien servi à cultiver cette image. Si certaines affiches tentent à renforcer l'image classique du guerrier fort et victorieux, comme c'est le cas côté allié, l'affiche la plus connue, elle, dépeint plutôt le soldat allemand au fond de la tranchée, tout équipé, l'air déterminé, avec le regard qui porte loin. Bref, l'image du combattant sûr de lui et prêt à tout. Cette image d'unité d'élite servira certes à remonter le moral de troupes servant à leur côté, mais aussi potentiellement à démoraliser l'ennemi. Après tout, imaginez que vous venez de relever vos camarades dans la tranchée en première ligne, et on vous dit qu'en face, ce sont des Sturmtruppen qui sont stationnés. Pas de quoi trouver ça réjouissant, hein, connaissant leur réputation. Donc tout ça est utilisé par la propagande de guerre. Mais c'est surtout le phénomène après-guerre qui va renforcer cette image. On peut citer 3 ouvrages qui racontent les exploits des Sturmtruppen. Le livre du colonel Max Bauer, lui-même, Der Große Krieg, et bien entendu les ouvrages de Rommel, l'infanterie d'attaque, et celui, peut-être le plus connu, Orage d'acier, d'Ernest Junger. Ce sont quand même 3 auteurs qui parlent des Sturmtruppen et qui ont tous les 3 la plus haute récompense allemande, la médaille pour le mérite. Plus tard encore, Hitler mettra en place les SA, oui, les Sturmabteilung, surfant sur l'image du soldat allemand d'élite de la Première Guerre. D'un point de vue strictement militaire, c'est certain que ces unités ont marqué leur époque et on pourrait même dire qu'elles furent la première pierre vers les unités d'armement composite de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la coordination entre l'infanterie et l'artillerie, mais aussi l'aviation, dont je n'ai absolument pas parlé ici. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur les Sturmtruppen et j'espère vous avoir donné une vision d'ensemble de ce qu'ils étaient vraiment. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusque-là, le sujet a été pour moi absolument passionnant à étudier. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo, ça aide au référencement et à soutenir mon travail, et je vous dis Auf Wiedersehen!